Essoufflement au moindre effort, jambes qui gonflent, fatigue constante. Ces symptômes, parfois banalisés, peuvent pourtant révéler une pathologie bien plus sérieuse. L'insuffisance cardiaque chronique. Aujourd'hui, on va plonger ensemble dans cette affection fréquente, mais parfois mal comprise, pour mieux la reconnaître, la comprendre et bien sûr, mieux la soigner. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est ? L'insuffisance cardiaque est un syndrome clinique complexe. Elle survient lorsque le cœur n'est plus capable de pomper efficacement le sang pour répondre aux besoins de l'organisme. Concrètement, cela signifie que les tissus ne reçoivent plus suffisamment d'oxygène et de nutriments, ce qui entraîne donc une cascade de symptômes, une fatigue, un essoufflement, des œdèmes, une intolérance à l'effort, etc. Plusieurs mécanismes sont en jeu. La diminution du débit cardiaque, une congestion sanguine dans les veines et les poumons, et une activation neuro-hormonale qui, à long terme, aggrave encore la situation. Selon la Société européenne de cardiologie, l'insuffisance cardiaque peut être causée par une altération de la capacité du cœur à se remplir, une dysfonction diastolique, à se vider, une dysfonction systolique ou bien sûr les deux ensemble. C'est donc une pathologie incurable, progressive, potentiellement grave, mais aussi prise en charge aujourd'hui de façon de plus en plus ciblée grâce à une meilleure compréhension des mécanismes en jeu. Quand on parle d'insuffisance cardiaque, on parle en réalité de plusieurs formes différentes de la maladie. L'une des manières les plus courantes de les distinguer, c'est selon ce qu'on appelle la fraction d'éjection du ventricule gauche, donc ou FEVG. La FEVG, c'est le pourcentage de sang que le cœur réussit à éjecter à chaque contraction cardiaque. Elle correspond au volume de sang éjecté par le ventricule gauche divisé par le volume total contenu dans le cœur juste avant cette contraction. Elle est exprimée en pourcentage et une FEVG normale se situe égale ou au-dessus de 55%. On distingue alors trois grands types d'insuffisance cardiaque. Nous avons l'insuffisance cardiaque à FEVG réduite. Ici, le cœur a du mal à se contracter. La FEVG est inférieure ou égale à 40%. C'est la forme la plus connue et celle pour laquelle on a le plus de traitements validés. Nous avons aussi l'insuffisance cardiaque à FEVG préservée. Cette fois, le cœur se contracte encore bien, mais il se remplit mal. La FEVG est pratiquement normale, on se trouve entre 50 et 54%, mais les symptômes sont bien là. Et entre ces deux-là, on trouve l'insuffisance cardiaque à FEVG modérément réduite, avec une FEVG entre 41 et 49%. C'est un peu une zone grise, mais les données suggèrent que ces patients peuvent souvent bénéficier des mêmes traitements que ceux avec une FEVG réduite. Ces distinctions sont importantes car elles influencent non seulement le diagnostic, mais aussi les choix thérapeutiques. Mais tout d'abord, quelles sont les causes de cette maladie ? Qu'est-ce qui provoque cette maladie ? Eh bien, comme tu peux l'imaginer, elles sont multiples, mais elles ont toutes un point commun. Elles finissent par affaiblir le cœur ou l'empêcher de pomper le sang correctement. On peut regrouper les causes en deux grandes catégories. Les causes cardiaques, c'est-à-dire qui touchent directement le cœur, et les causes non cardiaques, qui viennent d'ailleurs dans le corps, mais qui finissent par le fatiguer. Du côté cardiaque, on retrouve surtout les maladies coronariennes, comme l'infarctus du myocarde, qui détruisent une partie du muscle cardiaque. Nous avons aussi bien sûr l'hypertension artérielle, qui oblige le cœur à pomper contre une pression trop forte, ce qui l'épuise peu à peu. Nous avons aussi les maladies des valves cardiaques ou les valvulopathies, qui gênent la bonne circulation du sang à l'intérieur du cœur. Bien sûr, nous avons les troubles du rythme cardiaque, comme certaines arythmies, qui perturbent la contraction normale du cœur. Et enfin, nous avons des inflammations ou des maladies du muscle cardiaque lui-même, comme les myocardites ou certaines cardiomyopathies. Du côté non cardiaque, on pense par exemple au diabète, qui abîme les vaisseaux sanguins avec le temps. On pense aussi à l'obésité et les troubles hormonaux, comme les problèmes de la thyroïde. On pense aussi à l'anémie qui oblige le cœur à battre plus vite pour compenser le manque d'oxygène.
ou encore certaines maladies pulmonaires qui fatiguent le cœur, surtout à droite. À noter que souvent, plusieurs de ces causes se combinent, surtout chez les personnes âgées. Et dans certains cas plus rares, l'insuffisance cardiaque peut aussi être due à des maladies congénitales ou à une consommation chronique d'alcool ou de substances toxiques. Alors, à quel point l'insuffisance est-elle fréquente ? À l'échelle mondiale, selon une étude publiée en 2021 dans le Journal européen de cardiologie préventive, plus de 64 millions de personnes vivent avec une insuffisance cardiaque. Rien qu'en Europe, cela représente plus de 15 millions de personnes. Si l'on regarde de plus près ce chiffre, il y a 29,5 millions qui sont des hommes et 34,8 millions qui sont des femmes. Cette différence s'explique en partie par l'espérance de vie plus élevée chez les femmes, car on sait que l'âge est un facteur de risque majeur pour être atteint d'insuffisance cardiaque. Et en Suisse ? Eh bien en Suisse, selon la Fondation suisse de cardiologie, environ 200 000 personnes sont atteintes d'insuffisance cardiaque. Cela correspond à environ 2% de la population. Et ce chiffre est en constante augmentation, notamment en raison du vieillissement de la population. Et quel est le profil type d'une personne insuffisante cardiaque ? Eh bien, l'insuffisance cardiaque touche surtout les personnes âgées, car on sait que la prévalence à partir de 10-70 ans dépasse 10%. Donc, une personne de 72 ans, elle a une chance sur 10 d'être atteinte d'insuffisance cardiaque, selon les statistiques. Et cela est souvent lié au fait que les personnes âgées sont atteintes de multiples maladies, de maladies chroniques, comme l'hypertension artérielle, comme le diabète ou des maladies coronariennes. Nous savons aussi que les hommes sont légèrement plus touchés par l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection réduite, tandis que les femmes sont plus souvent concernées par la forme à fraction d'éjection préservée. Donc, l'insuffisance cardiaque, c'est une maladie chronique fréquente, souvent silencieuse au départ, mais qui a un impact majeur sur la qualité de vie et bien sûr sur les systèmes de santé à travers le monde. Alors, comment reconnaître l'insuffisance cardiaque chronique ? Quels sont les signes qui doivent nous alerter et comment le diagnostic est-il confirmé en pratique clinique ? Les signes et symptômes typiques de l'insuffisance cardiaque sont liés donc au fait que le cœur n'est plus capable de pomper efficacement le sang à travers l'organisme. Donc, les signes et symptômes peuvent être progressifs et au départ, elles sont souvent peu spécifiques. Les signes et symptômes les plus fréquents sont une dyspnée. La dyspnée, c'est le symptôme principal. Elle apparaît d'abord à l'effort, puis au repos, et parfois même en position allongée. C'est ce qu'on appelle l'orthopnée. On a aussi une fatigue importante, surtout liée à l'effort. On a une prise pondérale liée au fait qu'il y a une rétention d'eau. Nous avons aussi des œdèmes souvent localisés aux chevilles, aux jambes, voire à l'abdomen. On peut aussi avoir des palpitations. On peut avoir une ictérie, donc un besoin fréquent d'uriner la nuit. Et parfois, on peut voir une toux sèche ou une respiration sifflante liée au fait qu'il pourrait avoir une congestion pulmonaire. Et sur le côté des examens, on sait que le diagnostic repose sur une combinaison de l'anamnèse, de l'examen clinique, mais aussi bien sûr d'examens biologiques et d'imagerie. Sur le plan biologique, examen biologique, nous avons le dosage du BNP ou NT-proBNP. Et ce dosage c'est un marqueur important car on sait que si elle est élevée, cela peut suggérer une insuffisance cardiaque, même si ce test n'est pas spécifique à 100%. On a aussi bien sûr une radiographie du thorax, car ceci pourrait nous montrer une cardiomégalie, un cœur dilaté ou même des signes de congestion pulmonaire. L'examen clé, c'est surtout celle-ci, l'échocardiographie transthoracique, car c'est cet examen qui va permettre d'évaluer la fonction systolique et diastolique du cœur, d'estimer la fraction d'éjection du ventricule gauche, la FEVG, et de détecter des anomalies valvulaires, des troubles du remplissage ou une hypertrophie du ventricule. Bien sûr, l'examen classique, l'électrocardiogramme,
Celle-ci va nous permettre de rechercher un trouble du rythme, de voir s'il y avait un infarctus dans le passé ou de voir une hypertrophie ventriculaire ou auriculaire. Il existe même des bilans complémentaires selon des cas plus spécifiques comme l'épreuve d'effort, l'IRM cardiaque, un scanner thoracique, voire même un cathétérisme cardiaque si on suspecte une maladie coronarienne. L'insuffisance cardiaque chronique, elle peut être difficile à diagnostiquer, surtout précocement, car les symptômes sont communs à d'autres pathologies. Il est donc important de savoir les repérer, les interroger et utiliser les bons examens pour confirmer le diagnostic et adapter la prise en charge. En tant qu'infirmière face à un patient atteint d'insuffisance cardiaque chronique, on ne se limite pas à simplement surveiller les paramètres vitaux ou à donner des médicaments. On doit réfléchir en profondeur. Quels sont les besoins de notre patient? Quelles sont les limites? Quels sont ses risques? Donc je vous propose quelques diagnostics infirmiers fréquents qu'on pourrait formuler dans ce contexte basé sur la taxonomie de la NANDA. Donc premier diagnostic que nous pourrons utiliser, c'est celle-ci. Intolérance à l'activité liée à un déséquilibre entre l'apport et la demande en oxygène, secondaire à une fonction cardiaque diminuée. Se manifestant par une dyspnée à l'effort, une fatigue, une faiblesse généralisée, un rythme cardiaque accru à l'effort minimal. Ici, il serait essentiel donc d'adapter les soins en fonction du niveau d'énergie de notre patient. On encourage l'activité, oui, mais de manière progressive. On doit prévoir des périodes de repos, on observe la réaction à l'effort, est-ce qu'il s'essouffle, est-ce qu'il devient pâle ou plus fatigué, et surtout on le rassure. Le repos n'est pas un échec, mais bien sûr, c'est juste une étape. Comme deuxième diagnostic infirmier, nous pourrons formuler la suivante. Excès de volume liquidien lié à une régulation inadéquate du sodium et de l'eau, secondaire à une dysfonction cardiaque, se manifestant par des œdèmes, une prise de poids rapide, une dyspnée, ainsi que des crépitants pulmonaires. Ici, notre surveillance serait quotidienne et elle se baserait sur les données suivantes. Le poids, le signe du godet au niveau des œdèmes, la diurèse et l'auscultation pulmonaire pour évaluer l'évolution des crépitants. Chaque signe compte. Donc on explique aussi aux patients l'importance de limiter son apport en sel et en eau, mais toujours avec bienveillance, en tenant compte de ses habitudes ainsi que de ses ressources. Comme troisième diagnostic, nous avons un risque de diminution du débit cardiaque lié à une altération de la fonction myocardique. Ici, nous allons observer les signes d'une hypoperfusion tels que des extrémités froides, une confusion, une hypotension, etc. On va devoir surveiller les paramètres vitaux de près et agir rapidement si la situation se dégrade. Comme quatrième diagnostic, on pourrait avoir échange gazeux perturbé lié à une congestion pulmonaire se manifestant par une orthopnée. Dans ce contexte-là, on adapterait l'environnement en surélevant la tête du lit, en proposant des oreillers supplémentaires, en installant le patient confortablement, tout en lui apprenant des techniques respiratoires simples. Comme cinquième diagnostic, on pourrait avoir connaissance insuffisante des traitements liés à des troubles cognitifs, à la complexité du régime thérapeutique, se manifestant par une non-adhésion au traitement. Donc, on sait que l'insuffisance cardiaque, c'est une maladie chronique et les médicaments sont parfois très nombreux. Les régimes sont complexes, les informations parfois trop techniques, et donc notre rôle, c'est de traduire. C'est d'expliquer ce que fait chaque médicament, pourquoi c'est important et comment gérer les effets secondaires. On peut aussi proposer par exemple un pilulier ou un carnet de suivi. L'idée, c'est de rendre le patient acteur de sa santé. Finalement, comme sixième diagnostic, on pourrait avoir anxiété liée à une maladie chronique, à la perception de l'état de santé, se manifestant par une incertitude de son pronostic et une peur de mourir. On ne peut bien sûr pas ignorer l'aspect santé mentale si la personne a de l'anxiété. Donc,
On pourrait s'imaginer bien sûr que vivre avec une insuffisance cardiaque, ça pourrait être angoissant. Donc là, notre rôle, ça serait de prendre le temps d'écouter, de valider les émotions, d'informer, de rassurer. Et si besoin, on pourrait toujours bien sûr orienter la personne vers un soutien psychologique ou vers d'autres professionnels. Le rôle infirmier dans l'insuffisance cardiaque est proactif. Il s'agit d'évaluer, d'anticiper et de soutenir des besoins complexes de ces patients au quotidien. Ces diagnostics sont autant de portes d'entrée vers des interventions ciblées pour améliorer la qualité de vie et l'autonomie du patient. Accompagner une personne atteinte d'insuffisance cardiaque chronique, c'est beaucoup plus que suivre un simple protocole. C'est établir une relation, transmettre des clés de compréhension et soutenir le patient dans son quotidien pour qu'il puisse vivre au mieux avec sa maladie. Pour terminer, abordons les divers traitements qui existent pour traiter cette pathologie. Pour s'y faire, nous allons nous appuyer sur 4 piliers différents. Leur objectif, soulager les symptômes, ralentir la progression de la maladie, améliorer la qualité de vie et surtout réduire le risque d'hospitalisation ou de décès. Le premier pilier, ce sont les mesures non pharmacologiques. Elles sont souvent sous-estimées, pourtant elles sont essentielles. Il s'agit notamment d'une alimentation équilibrée, donc pauvre en sel pour limiter la rétention d'eau, d'une surveillance régulière du poids pour détecter rapidement une aggravation, d'une activité physique adaptée si l'état du patient le permet, et bien sûr de l'arrêt du tabac et de l'alcool. En tant qu'infirmière, on accompagne le patient dans ses ajustements. On ne juge pas, on guide pas à pas. Pour le deuxième pilier, ce sont les traitements médicamenteux. C'est ici que la pharmacologie entre en jeu, avec plusieurs classes de médicaments souvent combinés. Nous avons les IEC, les inhibiteurs de l'enzyme de conversion, ou les ARA2, les antagonistes du récepteur de l'angiotensine 2, si les IEC ne sont pas tolérés. Ces médicaments vont permettre de réduire la charge de travail du cœur et ralentir la progression de la maladie. Nous avons aussi les bêta-bloquants, qui va permettre de diminuer la fréquence cardiaque et limiter les effets négatifs de l'adrénaline. Plus récemment, nous avons les inhibiteurs de SGLT2, qui ont été d'abord utilisés dans le diabète, mais qui ont montré un réel bénéfice dans l'insuffisance cardiaque, même sans diabète. En effet, ce traitement agit en bloquant la réabsorption du glucose au niveau des reins, entraînant son élimination dans les urines, ce qui réduit non seulement la glycémie, mais il diminue aussi la pression artérielle, favorise la perte de poids et soulage la surcharge volémique. Tous des effets donc bien utiles chez les personnes atteintes d'une insuffisance cardiaque chronique. Le schéma thérapeutique est souvent donc progressif. On commence avec de faibles doses qu'on ajuste selon la tolérance du patient. Et tout au long du traitement, on surveille de près la tension artérielle, la fonction rénale, le potassium, le poids. C'est un vrai travail d'équipe d'infirmiers, de médecins et de pharmaciens main dans la main. Pour le troisième pilier, nous avons les dispositifs médicaux et la chirurgie. Dans les formes sévères ou résistantes, on peut envisager un défibrillateur implantable pour prévenir les troubles du rythme cardiaque grave, une thérapie de resynchronisation cardiaque qui permet d'améliorer la coordination des contractions. Et dans les cas les plus avancés, on pourrait même proposer une greffe cardiaque ou une assistance circulatoire temporaire. Mais ces approches sont réservées à certains profils bien spécifiques après une évaluation approfondie dans des centres spécialisés. Finalement, le quatrième pilier, et je pense le plus important, c'est le suivi au long cours. Le traitement de l'insuffisance chronique n'est jamais figé dans le temps. Il évolue avec le patient, ses besoins, sa réponse aux médicaments et son mode de vie. C'est pourquoi l'éducation thérapeutique, le suivi régulier et la relation de confiance avec les soignants font toute la différence. Voilà pourquoi nous avons un rôle clé en tant qu'infirmier-infirmière. Pas seulement pour administrer un traitement, mais pour accompagner le patient dans sa trajectoire de soins avec rigueur, écoute et bienveillance. L'insuffisance cardiaque chronique, c'est bien plus qu'un simple diagnostic. C'est une pathologie complexe, évolutive, qui exige une prise en charge globale, médicale, soignante et humaine.
En tant qu'infirmière, on ne se contente pas de suivre un protocole, on va observer, on évalue, on accompagne. On donne du sens à chacune de nos gestes, à chaque parole. Et c'est dans cette implication quotidienne que se joue la qualité de nos soins. J'espère que cette vidéo t'a permis d'y voir plus clair, de consolider tes connaissances ou peut-être de nourrir une réflexion plus profonde sur ton rôle face à cette pathologie. Si tu veux continuer à progresser, à t'informer et à rester impliqué dans ta pratique, tu es au bon endroit. Merci pour ton attention, merci pour ton implication et surtout, n'oublions pas, restons impliqués. À la prochaine sur Infirmier Impliqué.